tu es un futur étudiant, tu es en train d'appliquer pour le permis d'études du Canada. Tu ne sais pas quels sont les documents dont tu as besoin pour la capacité financière ou du moins tu ne sais pas quels sont les documents à remplir pour ta demande de permis d'études. Reste scotché à cette vidéo. Je vais détailler tous les documents dont tu auras besoin pour faire ta demande de permis d'études toi-même, que ce soit pour les preuves financières, que ce soit les formulaires à remplir et tout autre document supplémentaire. Alors, bienvenue, bonjour et bienvenue sur la page Ma Découverte. Je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et résidente permanente du Canada. Ce blog, en fait, c'est un blog qui parle d'immigration, qui parle un peu de ma vie, de la découverte du Canada, comment j'ai fait pour arriver au Canada et aussi pour aider ceux-là qui sont dans le processus d'immigration pour venir étudier au Canada, qui ont des questions, qui ont besoin d'aide à ce moment. Vous pouvez me contacter sur mon email, mais avant de me contacter, il faudrait toujours aller regarder sur Messenger l'onglet questions-réponses. Ça vous donne déjà beaucoup de détails sur le procédé et ça vous permet déjà de savoir si moi je peux vous sélectionner pour traiter votre dossier ou non. Si vous ne répondez pas à ces critères, c'est même pas la peine de me contacter, je ne pourrai pas vous aider. Sinon, pour ce qui est des questions, en général, je réponds en commentaire quand j'ai le temps. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, bienvenue déjà à tous les nouveaux abonnés et je vous invite à partager cette vidéo parce que ça va aider le maximum de personnes qui ont besoin d'aide au niveau des preuves financières dans leur demande de permis d'études ou au niveau des documents requis en général pour un permis d'études. Donc, restez scotchés juste après le générique. Je vais pouvoir vous détailler tout cela. Les amis, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et pour ceux qui me suivent, vous savez que là c'est le moment où je suis complètement fatiguée parce que je suis déjà à terme, je vais bientôt accoucher, donc j'ai hâte de voir mon bébé, mais je fais l'effort de répondre au maximum de questions que les gens me posent sur ma page et aussi je tiens à signaler et à m'excuser pour ceux-là qui m'ont posé des questions et que j'ai jamais répondu. J'ai trop de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je préfère répondre par des vidéos, c'est-à-dire quand je vois qu'il y a des questions qui reviennent, vu que je ne peux pas me plier en 1000 ou en je sais pas combien, je fais une vidéo qui va répondre directement à tout le monde. Maintenant, si vous avez un cas particulier, vous voulez vraiment, vous avez une tonne de questions, vous voulez que je réponde à ces questions-là pour vous, à ce moment, il est mieux de prendre un rendez-vous et le rendez-vous à ce moment, il est payant. Ça peut être un rendez-vous de 15 minutes, ça peut être un rendez-vous de 30 minutes. Au moins, je pourrais répondre à toutes vos questions et vous seriez éclairci si ça vaut le coup de tenter pour le volet études, si vous remplissez les critères, ou si ça vaut le coup de tenter pour le volet permis de travail. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages, de questions concernant la preuve, les capacités financières ou les documents requis pour le permis d'études. Certains avaient déjà leur CAQ et leur lettre d'admission, mais ils étaient coincés au niveau des documents requis, les formulaires à remplir. Certains n'arrivaient pas à ouvrir même le document pour pouvoir le remplir. Donc aujourd'hui, on est censé parler de ça, des documents requis pour un permis d'études du début à la fin. Qu'est-ce qu'on a besoin, quels sont les documents dont un étudiant a besoin pour appliquer pour le permis d'études. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour tous ceux à qui je n'ai pas répondu, ceux qui ont écrit sur WhatsApp. Bientôt, je risque de supprimer le WhatsApp parce que je suis à bout, je ne peux plus. Il y en a certains qui font beaucoup d'appels, certains qui posent beaucoup de questions et je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous avais dit depuis le début, je ne suis pas une agence, je ne suis pas non plus un agent en immigration, je fais juste du bénévolat, c'est juste pour aider. Donc, je peux répondre aux questions, mais par vidéo. Ça veut dire quand je vois qu'il y a plusieurs questions, je vais faire une vidéo explicative. Ça va répondre
aux questions de tout le monde. Maintenant, si vous, votre cas est particulier, vous avez plus d'une question et vous voulez parler avec moi, vous voulez prendre de mon temps, à ce moment, il est mieux de prendre un rendez-vous. Mais le rendez-vous, c'est sûr qu'il est payant. Ce sera sur mon site. Je tiens aussi à vous dire que mon site, il est déjà opérationnel. Le nom du site, c'est www.ma-découverte.com. Donc sur mon blog, vous pourriez voir j'ai déjà fait quelques articles concernant le processus pour le permis d'études. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via le site ou en passant par Messenger. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi sur la page Facebook. Mais ceux-là qui ne veulent pas payer, qui veulent les informations gratuites, à ce moment, vous devez vous contenter d'attendre des vidéos que je vais faire, des vidéos explicatives. Vous pouvez poser des questions, je vais les retenir et je vais répondre par vidéo. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'était la question: quels sont les documents dont j'ai besoin pour faire ma demande de permis d'études? Donc, on va sauter les premières étapes, l'étape de l'admission, l'étape de CAQ. On arrive direct à la dernière étape qui est demander le permis d'études. Comment on crée déjà un compte pour demander le permis d'études? Est-ce qu'on le demande par la poste? C'est que je ne recommande pas parce que le délai serait très très long. Moi, je suggère de demander en ligne. En ligne, où est-ce que je vais pouvoir créer mon compte? Ben, tu vas sur Google. Sur Google, tu vas écrire IRCC Espace Canada, tu fais une recherche, tu devrais voir un lien qui dit ouvrir une session IRCC. Quand tu vas cliquer dessus, on va te parler de ouvrir le compte par les partenaires de connexion ou avec la clé GC. Étant donné que tu n'as pas un compte au Canada, tu ne peux pas choisir partenaire de connexion. Tu vas aller cliquer sur la clé GC. Vu que tu n'as pas de compte, tu ne peux pas cliquer sur ouvrir la session, parce que si tu cliques sur ouvrir une session, on va te demander ton nom d'utilisateur, on va te demander ton mot de passe, chose que tu n'as pas. Tu devrais plutôt cliquer sur t'enregistrer. Quand tu cliques sur t'enregistrer, là on va te demander de créer ton nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, ça peut être un nom avec des lettres en minuscules. Dans mon cas, par exemple, vu que je m'appelle Abigail Madou, je peux dire que ça peut être Abi, je sais pas, mais ça doit avoir au moins 8 caractères. Ça doit avoir des chiffres et un nom. Ça peut ne pas avoir aussi des chiffres. Anyway, donc vous allez cliquer sur s'enregistrer. Vous allez créer le nom d'utilisateur. Vous allez créer le mot de passe. On va vous demander votre email et la langue à laquelle vous voulez être servi. Ensuite de ça, on va vous poser des questions de récupération. Ça peut être des questions comme quel est mon animal préféré, quelle est ma couleur préférée, whatever. C'est vous qui allez choisir. Vous allez créer quelle est ma date mémorable, quelle est ma personne mémorable. Vous donnez les indices. Moi, ce que je vous suggère, c'est chaque fois, il faut écrire. Ça veut dire nom d'utilisateur. J'ai écrit mon nom d'utilisateur, c'est Canada. C'est par exemple Canada 2022. J'écris sur une feuille. Mon nom d'utilisateur, c'est Canada 2022 pour ne pas oublier. Et si vous avez mis une majuscule quelque part, il faut le mentionner. Je vais écrire sur la feuille pour ne pas oublier. Quand j'ai créé mon mot de passe, je vais écrire aussi sur ma feuille. Voilà le mot de passe que j'ai créé. C'était peut-être Canada 2022 et la première lettre en majuscule ou whatever, peu importe le mot de passe que vous allez créer, il faut l'écrire. Quand vous allez créer les questions de sécurité, parce qu'il y a les questions de récupération et il y a les questions de sécurité. Questions de sécurité, vous avez 4 questions à créer avec des réponses. Les questions de récupération, je pense aussi, c'est 4. Donc tout ça, il faut les noter quelque part parce que plus tard, quand vous venez pour vous connecter maintenant, pour commencer la demande de permis, on va vous poser, c'est quoi le nom d'utilisateur pour ouvrir la session? C'est quoi le mot de passe? Vous allez rentrer. On va vous poser une question de sécurité parmi les 4 que vous avez créées. Si vous n'avez pas pris ça en note, comment vous avez écrit la réponse, vous allez être perdu et on risque de bloquer votre compte. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Ça, c'est la première étape au niveau du permis d'études. Maintenant, si je veux reprendre le procédé depuis le début pour venir au Canada en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'un étudiant a besoin d'avoir? Il a besoin d'avoir une lettre d'admission et c'est très facile d'avoir la lettre d'admission. Vous allez contacter une université ou un cégep.
Vous allez voir sur leur site les conditions à remplir pour l'admission. Si vous remplissez, vous pouvez appliquer. Si vous ne remplissez pas, vous pouvez quand même rentrer en contact avec l'établissement pour expliquer votre cas et ils vont vous dire si vous aurez peut-être besoin d'une année préparatoire pour ceux qui sont à l'université. Donc, on a besoin de la lettre d'admission. Ça, c'est le document numéro 1. On a terminé avec ça. Ça, c'est le document parce qu'on va le téléverser dans le compte IRCC, le compte qu'on a créé pour le permis d'études. Donc, on a besoin de cette lettre d'admission-là. Quand on est dans notre compte IRCC, ça nous sort en fait la liste des documents requis. Comment cette liste apparaît? Quand je vais cliquer sur faire une demande de permis d'études, on va me poser plusieurs questions qui vont s'adresser directement à moi. Donc, selon les réponses que je donne, il y aura une liste des documents. Si on peut dire, on va appeler ça la liste de contrôle. Il y aura une liste de contrôle qui s'applique seulement à moi. Ça ne veut pas dire que tous les autres étudiants ont la même liste que moi. Une personne qui est mineure ne peut pas avoir la même liste que moi. Lui, on va lui demander en plus peut-être un document sur le... comment on l'appelle, la personne qui va s'occuper de lui au Canada. On peut lui demander l'acte de naissance aussi, chose qu'on ne va pas demander à un étudiant qui est déjà adulte. Donc, c'est du cas par cas. Quand vous remplissez la demande, selon les réponses que vous avez dit, si vous dites par exemple vous avez été dans un pays désigné, les pays désignés, il y en a beaucoup, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Turquie, dans tous ces pays-là, si vous avez été là-bas, vous seriez obligé de faire l'examen médical. Donc, il y aura un document pour l'examen médical qui va apparaître dans votre dossier que vous devez télécharger, remplir avant de le téléverser à nouveau. Donc, on revient au début. J'avais dit, premier document, c'est la lettre d'admission. On l'a noté. Deuxième document dont on a besoin, c'est le CAQ. On a besoin d'un CAQ. Donc, je pense sur ma page Facebook, j'ai déjà expliqué comment on fait pour obtenir le CAQ. Il y a 2 comptes à créer. On va créer d'abord un compte sur Immigration Québec en allant cliquer sur étudiants étrangers, demande d'autorisation, puis on va demander le permis, on va créer le compte, on va remplir la demande de certificat d'acceptation du Québec. Quand on a rempli ça, il faut créer maintenant un deuxième compte sur Arima pour aller téléverser les documents. Et quand on a téléversé les documents, là maintenant, il faut attendre qu'on nous donne le CAQ. Dès qu'on a ce CAQ, c'est notre deuxième document qu'on doit téléverser dans le compte IRCC. Quel est le troisième document? Donc, désolé, j'ai mon ordinateur sur les cuisses poursuit parce que j'avais écrit déjà un article sur ça. Donc, je vais juste comme vous lister les documents. Vous auriez besoin du document ou du formulaire IMM 1294. Ça, c'est un document qu'il faut remplir vraiment à tête reposée parce que c'est un document qui produit ou qui génère des codes barres. Si vous le remplissez mal, il ne va pas générer les codes barres et vous ne pourrez pas le téléverser dans le compte. Quand vous allez essayer de le téléverser, ça ne va pas marcher. Et tant que tous les documents ne sont pas téléversés, vous ne pouvez pas avancer. Donc, je tiens à préciser ce document. Concentrez-vous pour bien le remplir. Le nom du document, c'est demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. Donc, ça s'applique vraiment à ceux qui sont hors du Canada. Il y aura ce document dans votre compte IRCC. Il faudra cliquer sur le nom du document. Ça va vous ouvrir un PDF. Il faut être sur un ordinateur. Ce document, vous ne pouvez pas le lire sur le téléphone, malheureusement. Et dans votre ordinateur, il faut avoir la dernière version de Adobe. Donc, ainsi, vous aurez la possibilité d'ouvrir le formulaire. Donc, on est à 3 documents jusqu'à date. On avait dit la lettre d'admission de l'école, le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec pour ceux qui viennent au Québec. Ceux qui ne viennent pas au Québec, qui vont étudier en Ontario, Ottawa, ils n'ont pas besoin de l'étape du CAQ. Ils ont directement besoin de la lettre d'admission et ensuite on passe au document IMM 1294 qui va générer les codes barres. Après ce document-là, on a besoin du passeport. Pardon. On a besoin du passeport qui est le 4e document. Dans le passeport, c'est la page où il y a votre photo, votre nom, votre date de naissance, etc. Donc, ensuite, je vais laisser les preuves financières pour revenir sur ça après. On a besoin d'une photographie.
La photographie, si j'essaie de donner les dimensions ici, on parle d'une taille d'image de 420 x 540 pixels. Le fichier doit peser environ 240 KO ou maximum 4 mots. Ça doit être en couleur. Bref, on vous donne un peu certains détails. C'est une demi-carte photo comme pour faire un passeport ou une carte d'identité. Donc ça, c'est le 5e document, c'est la photo qu'il faut téléverser. Ensuite, si vous avez été dans les pays désignés, donc je ne vais pas citer la liste de tous les pays désignés, mais je sais que le Congo, les deux Congos en fait, le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Turquie, beaucoup de pays d'Afrique en gros, font partie des pays désignés. Donc si vous avez été dans ces pays-là, vous seriez obligé, vous devez cliquer oui quand on va vous le demander. Et quand vous cliquez oui, dans votre liste de contrôle, il y aura un document qui s'appelle IMM 5753. C'est une demande d'examen médical. Ce document-là, on ne met pas de nom, il n'y a rien. C'est juste qu'on doit l'imprimer et cocher sur le oui. Et ensuite, on doit le rescanner pour le téléverser dans le compte. Ça, c'est le 6e document. Donc, j'avais dit, juste pour réitérer, lettre d'admission, CAQ, le IMM 1294, le IMM 5753, la photographie, je pense qu'on est à 5, hein, sauf si je me suis trompée. Donc, la lettre d'admission 1, le CAQ 2, le formulaire de demande de visa temporaire présenté de l'extérieur du Canada, ça fait 3. Oui, ça fait 3. Ensuite, le 4e document, c'est la photographie. Le 5e document, c'est le IMM 5753 qui est la demande d'examen médical. Ensuite, on continue. Il y a un autre formulaire qu'il faudra imprimer. Ça s'appelle information sur la famille. C'est un formulaire où on vous demande qui est votre père, qui est votre mère, vous-même, c'est quoi votre état civil, quelle est votre date de naissance. Vous devez donner la date de naissance de vos parents, leur état civil. C'est quoi leur profession? Est-ce qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'ils sont retraités? Est-ce qu'ils sont élèves? Est-ce que vous devez remplir tout ça? Est-ce qu'ils viennent au Canada avec vous? Il faudra cliquer sur une coche. Donc, il y a ce formulaire à remplir. Si vous avez des frères et des sœurs, vous devez toujours remplir, les mettre dans le formulaire de l'information sur la famille. Si vous avez des enfants, vous devez aussi les inclure. Donc, à part ce document, vous devez le signer au stylo. Vous ne pouvez pas le signer en ligne, malheureusement. Donc, ce document, vous devez le remplir en ligne, ensuite l'imprimer juste pour signer et ensuite le rescanner pour le téléverser. On est à 6 documents. Donc, ce document, c'est 5645, IMM 5645. On va continuer. Si vous avez un représentant, il y a le formulaire IMM 5475. C'est le nom du formulaire, autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Donc, je peux prendre un ami qui va me représenter dans le cas des personnes qui viennent me voir et dont je traite les dossiers. Ce formulaire, je le remplis parce que je représente ces personnes comme étant un ami ou un membre de la famille, quelque chose comme ça, parce que je ne suis pas représentant en tant que tel, mais je peux remplir ce formulaire-là. Donc, j'ai dit, c'est le IMM 5475. Ensuite, prochain document, c'est l'annexe 1. C'est quoi l'annexe 1? C'est demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. C'est similaire avec le premier document qui est le IMM 1294, mais c'est pas la même chose. Ici, on vous pose juste des questions sur vos antécédents en tant que tel. Est-ce que vous avez déjà été travailler dans la politique? Est-ce que vous avez travaillé pour le gouvernement? Est-ce que vous avez assisté à des atrocités? C'est des questions dans ce genre. Est-ce que vous avez voyagé au cours des 5 dernières années? Est-ce que vous étiez hors de... On vous pose des questions brèves. Et le nom du formulaire, c'est IMM 5257. Ou si vous voulez, l'annexe 1, demande de visa de résidence temporaire présentée à l'extérieur du Canada. Donc, ce formulaire aussi, vous devez le remplir. On continue.
Il y a un document qui est facultatif, mais que pour moi, c'est important. C'est renseignement sur le client. Renseignement sur le client, c'est comme une lettre explicative que l'étudiant doit faire. C'est une lettre où l'étudiant va parler de lui, qui il est, quel est son statut actuel, quel est son niveau d'études actuel. Il va parler de dans quelle école il a été accepté au Canada, pourquoi il a choisi de venir étudier au Canada. Bref, c'est ça. Donc il parle un peu de lui. Il va aussi parler de qui est la personne qui va prendre en charge sa scolarité ou ses frais de subsistance, sans rentrer dans les détails des montants. Il peut juste dire ça va être mon père qui va payer, parce que il y aura une autre lettre de prise en charge que le garant va détailler avec les montants et autres. Donc la lettre explicative, dans votre dossier, ce ne sera pas écrit lettre explicative, ça va être écrit information sur le client. Donc, on a besoin de ce document-là. Et bien évidemment, il y a des frais à payer pour la demande. Il y en a deux. Il y a un frais pour le permis d'études de 150 et un autre frais de 85 $ pour les données biométriques. Ce qui fait un total de 235 $ à prévoir que vous devez payer à l'aide d'une carte de crédit. Donc, maintenant, après avoir détaillé tous ces documents-là, ça c'est dans le cas d'un étudiant qui est adulte. C'est pas le cas d'un étudiant mineur, parce que pour l'étudiant mineur, les documents sont encore un peu plus complexes. Il y a, bon, pas plus complexe, mais il y a d'autres documents qui s'ajoutent. Mais moi, je vais dans le cas des étudiants qui sont déjà adultes. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans la capacité financière. C'est aussi un document requis. Et tous les documents que je vous ai cités là, c'est un seul téléversement. Donc, quand on va aller, par exemple, sur la case qui est écrite information sur la famille, vous pouvez pas télécharger deux documents. En fait, c'est un PDF qui peut avoir plusieurs pages. Si je vais sur capacité financière, étant donné que c'est plusieurs documents qu'on vous demande, ça ne veut pas dire que c'est plusieurs téléversements que vous allez faire. C'est un seul PDF, mais qui a plusieurs pages. Dans ce PDF, on va retrouver les relevés bancaires, on va retrouver les talons de paie, on va retrouver la lettre de prise en charge, etc. Mais tout ça en un seul PDF, parce que c'est comme ça. Et je tiens aussi à préciser que chaque document ne doit pas peser, chaque PDF ne doit pas peser plus de 4 mots, sinon vous ne pourriez pas le téléverser. Donc il faudra compresser les documents. Donc je sais que vous attendez là la partie la plus importante, c'est la capacité financière. Donc je reviens sur ça. Ok, donc pour ce qui est des preuves financières ici, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des relevés bancaires des 4 derniers mois de la personne qui va prendre en charge les études de l'étudiant. Si c'est vous-même qui prenez en charge vos études, vous devez donner les relevés bancaires de vos relevés bancaires des 4 derniers mois. Si c'est le garant, c'est la même chose. À part ça, il faut donner une lettre bancaire. La lettre bancaire, c'est quoi l'information qu'on retrouve sur la lettre bancaire ou traite bancaire si vous voulez. Ça, c'est le deuxième document. C'est la banque stipule que monsieur X a un compte chez nous depuis tel. Dans cette lettre-là, on doit trouver c'est quoi votre adresse, c'est quoi l'adresse de la banque, c'est quoi votre numéro de compte et c'est quoi votre solde total. Il est recommandé d'avoir un solde total requis. C'est quoi que j'appelle le solde total requis? C'est qu'il faut avoir les frais de subsistance et les frais de scolarité de une année, les deux montants. Les frais de subsistance qu'on demande pour le Québec, ce n'est plus 12 000 comme avant ou 10 000 comme avant, c'est 13 134 $. À part ce 13 000 là, il faut aussi avoir vos frais de scolarité, dépendamment du prix de votre scolarité. Pour une personne dont l'école coûte 6 000 la session, ça veut dire l'année c'est 12 000. Il doit avoir 12 000 $ plus 13 000 dans le compte bancaire. Les deux montants, il doit avoir le total. C'est quoi? On est dans les plus de 25 000, je crois. On est dans 25 000 $ qu'il doit avoir dans son compte bancaire. Il y a les talons de paye qu'il faut joindre, toujours pour les 4 derniers mois. Si vous n'êtes pas salarié, vous oubliez ça, vous n'avez pas à joindre les talons de paye. Il y a la lettre d'emploi. Si vous êtes employé dans une entreprise, l'entreprise doit vous donner la lettre qui prouve que vous êtes engagé dans cette entreprise-là. Et aussi,
il y a la preuve d'existence d'actifs. Ça, c'est pour les travailleurs indépendants. Ceux qui ont des entreprises, ils doivent prouver qu'ils sont propriétaires de ces entreprises-là. Ils doivent aussi inclure, si le garant n'est pas salarié, il est plutôt propriétaire d'entreprise, il doit donner les relevés bancaires de l'entreprise et aussi parfois de son compte personnel. Il doit donner la lettre bancaire de l'entreprise qui stipule, qui a son nom et le nom de l'entreprise, et donc on le nomme comme il est le propriétaire de l'entreprise. Et voici le solde total de l'entreprise, voici le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, à part ça, il demande les preuves de paiement des frais de scolarité. Ça c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de payer la scolarité à l'avance. Mais ceux qui décident de le faire, tant mieux. Si vous avez payé l'école, les 2 premières sessions, avant même d'avoir le visa, l'école vous donne un reçu qui prouve que vous avez déjà payé l'école. Ce reçu, vous allez le joindre à la capacité financière. Ensuite, on demande les déclarations d'impôts, feuillets d'impôts et tout. Si vous en avez, vous allez les inclure. Si vous n'en avez pas, vous oubliez tout simplement. On demande aussi la lettre de prise en charge du garant. Donc, si le garant, c'est l'employeur qui va faire la lettre de prise en charge. Si le garant, c'est le ministère des bourses et stages, ben, c'est le ministère qui va vous octroyer, qui va vous donner une lettre qui prouve qu'ils vont financer vos études. Si le garant est plutôt un membre de votre famille, il est préférable que ce soit un membre de la famille proche. Un inconnu ne peut pas être votre garant, ça ne va pas fonctionner. Certains vont demander, est-ce qu'un parrain, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, parce que tout dépend de l'agent qui va traiter le dossier. Un parrain, vu que c'est pas un membre de la famille, normalement c'est non, mais parfois la personne peut valider le dossier et accepter la preuve financière du parrain. Ça se peut que le parrain avait des documents notariés qui prouvent que depuis telle année, c'est lui qui a toujours payé votre scolarité. C'est vraiment quelqu'un proche de la famille et puis il faut prouver ça. S'il ne peut pas prouver ça, ça ne va pas passer parce qu'on demande de donner les preuves de lien de parenté avec le garant. Et c'est quoi ces preuves? C'est l'acte de naissance ou l'acte de mariage. Si le garant c'est mon mari, c'est l'acte de mariage. Si le garant est mon concubin, c'est-à-dire on vit ensemble dans la même maison mais on n'est pas marié, il faut l'acte de concubinage pour prouver le lien de parenté. Si le garant c'est le copain de ma mère, ils ne sont pas mariés mais ils vivent ensemble, il faut toujours l'acte de concubinage et mon acte de naissance et celui de ma mère pour faire le lien. Donc ça va faire 3 actes de naissance ou bien 2 actes de naissance plus un acte de concubinage. Donc vous voyez un peu, il ne suffit pas de se lever pour dire que je vais prendre mon garant, ça va être quelqu'un, mon voisin par exemple. Non, ça doit vraiment être quelqu'un de proche dans votre famille et lié par le sang de préférence, quelqu'un proche, pas loin. On demande preuve que des fonds ont été versés par une personne au Canada. Ça, c'est si vous avez ouvert un compte, par exemple, au Canada à votre nom et qu'on a mis l'argent dans le compte. Ça, c'est pas obligé. Chacun choisit son option. Moi, je peux choisir de payer la scolarité et de payer les frais de subsistance, de bloquer des fonds. Je donne tout à l'école, que l'école garde mon argent pour mes frais de scolarité de la première année au total. L'école garde aussi mes frais de subsistance. Quand j'arrive, l'école est censée me restituer l'argent des frais de subsistance et garder l'argent des frais de scolarité. Ça, c'est moi. Quelqu'un d'autre peut dire, je donne à l'école les frais de scolarité et j'ouvre un compte au Canada où je bloque des fonds pour les frais de subsistance. Et la banque va te donner le document qui prouve que tu as bloqué des fonds. L'école te donne le reçu qui prouve que tu as payé. Ça te fait déjà des preuves financières. En plus de ça, tu vas encore donner quand même les relevés bancaires du garant. S'il y a des fiches de paie, tu vas aussi donner ça et donner la lettre bancaire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de documents que ça veut dire que vous donnez tout ce qu'ils ont cité là. Vous donnez ce qui s'applique à vous. Un entrepreneur, quelqu'un qui a l'entreprise, c'est sûr qu'il ne va pas donner un talon de paie, il n'est pas salarié forcément. Donc, je pense avoir fait le tour. Une entreprise ne peut pas vous octroyer, une entreprise ne peut pas être votre garant étant donné que vous ne travaillez pas pour l'entreprise en question. Sauf si vous travaillez pour l'entreprise, ils doivent prouver que oui, vous êtes d'abord employé et qu'ils décident de vous octroyer une bourse. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas passer. Donc, je pense que avec ça devrait vous aider. Et l'autre conseil que je peux vous dire, c'est donner le maximum de preuves que vous pouvez. Si à part ce qui a été cité là,
vous êtes par exemple propriétaire de terrain, il faut le mentionner sur votre lettre. J'allais oublier, il y a la lettre explicative, la lettre de prise en charge. Le garant doit mentionner son nom, son lien de parenté avec vous, sa capacité financière, c'est-à-dire c'est quoi son revenu mensuel, c'est quoi qu'il a comme épargne. À part ça, est-ce qu'il possède des voitures d'une certaine valeur? Il va mentionner que j'ai une voiture du temps, ma voiture, c'est peut-être une BMW ou une VX d'une valeur de, il met le montant. Et il doit joindre aussi des documents qui prouvent ça. Si tu as mentionné dans ta lettre que tu as une voiture, mais tu ne nous donnes pas un document qui prouve que effectivement tu es le propriétaire de la voiture, ça n'a pas de sens. Si dans la lettre, tu as mentionné que tu as des revenus locatifs, tu es propriétaire d'un immeuble de 6 logements et tu reçois des loyers de un montant de temps, mais tu ne donnes pas un titre foncier ou un document qui prouve qu'effectivement tu reçois des loyers et que c'est toi le propriétaire, ça n'a pas de sens non plus. Donc, tout ce que vous pouvez posséder et que vous pouvez prouver, mentionner dans la lettre de prise en charge et le dossier devrait passer. Mais vraiment, ceux qui pensent qu'il suffit juste d'avoir le 13 000 $ là, vous êtes en train de vous tromper. Ce n'est pas suffisant. C'est le 13 000 $, ça n'inclut pas les frais de scolarité. Et plus vos études sont chères, plus la capacité aussi va être élevée parce que quand on est dans les 22 000 ou 25 000, ça c'est pour le cas de quelqu'un où la scolarité coûte 6 000 $. Imaginez ceux qui sont dans le domaine de la santé, médecine et autres où c'est plus élevé, ou bien ceux qui sont dans le génie à l'université où c'est plus élevé. Tu te retrouves avec parfois la session, c'est 10 000, c'est 11 000, 12 000 la session, qui fait que l'année, tu as plus de 20 000. Donc, ça veut dire que tu dois avoir ce 20 000 là plus 13 000. Tu vois que le montant est quand même énorme. Même si tu as la bourse d'exemption, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, la bourse d'exemption ne t'exclut pas de la capacité financière. Parce que la bourse d'exemption, c'est au Québec que ça concerne. Et tant que l'établissement ne te donne pas un document qui atteste que tu vas payer par exemple 3 000 au lieu de 6 000 ou que tu vas payer 3 000 au lieu de 14 000, eux, les agents d'immigration, on va considérer le prix normal d'un étudiant étranger. Et je sais que pour la bourse d'exemption des frais supplémentaires, la nouvelle bourse là où il y a juste 4 programmes qui s'appliquent là, ils ne donnent pas de documents. Le document, ils disent juste que tu réponds aux questions. J'ai eu des gens qui ont été approuvés à l'Université du Québec à Rimouski, aussi celui de Trois-Rivières, aussi celui de Laval. Mais on ne donne pas un document officiel qui dit que la personne va payer par exemple 2 000 $. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que le ministère n'a pas encore donné... le ministère n'a pas donné encore le mot d'ordre. Ils n'ont même pas encore débloqué les fonds pour cette exemption-là. Ce qui fait que l'école peut juste te garantir que oui, tu réponds aux critères, c'est tout. Mais il ne va pas te donner un document pour t'aider dans la capacité financière pour dire que bon, moi j'aurai une bourse qui fera en sorte qu'au lieu de payer mon 8 000 par session, je vais maintenant payer 2 000. Du coup, tu te retrouves, quand tu fais ta capacité financière, tu es obligé d'avoir le montant d'un étudiant étranger. C'est quand tu vas venir que tu ne vas pas payer comme un étudiant étranger, tu vas payer moins. Donc, j'espère que la vidéo est assez claire. Je vais faire une autre vidéo où je rentre plus en détail sur la capacité financière, là, où je vais aller point par point et détailler qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas pour la capacité financière. Mais pour ce qui concerne les documents requis, je vous ai déjà cité tous les documents jusqu'à ceux de la capacité financière. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez la partager avec le maximum de gens autour de vous pour que ça puisse aider. Et moi, je vous dis, j'espère que je vais bientôt accoucher pour pouvoir refaire plus de vidéos parce que je suis vraiment fatiguée. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Ma Découverte. N'oubliez pas d'aller visiter mon site officiel, c'est www.ma-découverte.com. Je vais faire des articles là-bas avec beaucoup plus de détails. Comme ça, ça va aider le maximum de gens. Et ceux qui voudraient me poser des questions plus approfondies, il faudra prendre rendez-vous avec moi parce que je ne peux plus répondre. Au début, je pensais pouvoir, mais là, je me suis rendu compte que non, je ne peux pas. Il y a trop
le trafic est vraiment énorme. Le nombre de questions que je réponds par jour, les messages, à un moment donné, j'ai l'impression que je vais craquer là. Ok, donc je vous dis à la prochaine.